Bonsoir à tous, vous suivez la dernière édition du journal. Voici ce qui fait la une de l'actualité. La Côte d'Ivoire présente le pacte national de l'énergie à Dar es Salaam, action faite en prélude au sommet des chefs d'État africains et du gouvernement qui se tient à Tanzanie, réunion internationale à laquelle prend part le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La Côte d'Ivoire connaît désormais ses adversaires pour la CAN 2025. Les éléphants logés dans le groupe F affronteront le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Ce sont les résultats du tirage au sort de la première Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au théâtre Mohamed V à Rabat, la capitale marocaine. Et puis en République démocratique du Congo, des tirs entendus dans Goma, et ce jusque dans le centre-ville de la capitale du Nord Kivu. Le M23 et des effectifs des forces spéciales rwandaises présentent dans plusieurs quartiers de la ville. Une réunion d'urgence de la communauté africaine de l'Est aura lieu mercredi 29 janvier. Les présidents rwandais Paul Kagame et Félix Tshisekedi ayant confirmé leur participation, a annoncé le président kenyan William Ruto. Voilà pour le prologue. Merci de vous informer sur RTI 1. On entame cette édition loin de nos frontières en Tanzanie. Le chef de gouvernement Robert Begré-Mambé y représente le chef de l'État Alassane Ouattara au sommet des chefs d'État africains sur l'énergie. Le Premier ministre ivoirien a été reçu en audience par le président de la Zambie, son Excellence Hakainde Hichilema. La collaboration entre la Zambie et la Côte d'Ivoire était au cœur de leurs échanges. Même son de cloche quant à la rencontre juste après avec le Premier ministre et le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina. Hervé Guivet. Le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, Boli, reçu en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. L'institution financière marque une énième fois son soutien à la politique de lutte contre le réchauffement climatique ainsi qu'à la vision de développement portée par le gouvernement ivoirien. Le Premier ministre et moi avons une très bonne séance de travail. Nous avons discuté comment le FMI peut aider la Côte d'Ivoire. Et nous voulons féliciter aussi le gouvernement de Côte d'Ivoire pour l'implémentation réussie des programmes financiers en cours qui ont permis justement de pouvoir débloquer un financement additionnel de 820 millions de dollars au mois de décembre 2024 pour aider la Côte d'Ivoire à avancer dans son programme de réforme économique et aussi dans sa lutte contre le changement climatique. Boli a pour mission de piloter les travaux du Fonds monétaire international sur environ 90 pays. On reste à Dar es Salaam où il a été procédé à la présentation du pacte national pour l'énergie de la Côte d'Ivoire aux partenaires économiques et investisseurs internationaux. Ces documents afférents à l'énergie présentent les acquis réalisés par la Côte d'Ivoire dans le dit secteur et surtout les projections envisagées par le pays pour renforcer sa capacité de production énergétique. Cette présentation a été faite en prélude au sommet des chefs d'État africains et de gouvernement qui se tient en Tanzanie, sommet auquel prend part le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Depuis Dar es Salaam, Herman Guivet. Session de présentation du pacte national de l'énergie de la Côte d'Ivoire à Dar es Salaam en Tanzanie, en présence du chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Ce pacte national est la feuille de route mise sur pied par le gouvernement ivoirien pour conduire ses ambitions en termes d'amélioration de son secteur énergétique, l'amélioration de la connectivité des populations à l'électricité. La Côte d'Ivoire, félicitée pour le dynamisme de son secteur énergétique et pour ses priorités fixées par le gouvernement dans le cadre de l'atteinte de ses objectifs. Sur l'accès, la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès impressionnants, avec un taux de desserte de 64% et un taux de couverture de 88% en 2023. La Côte d'Ivoire fait partie des rares pays africains qui sont sur la bonne voie pour atteindre l'accès universel d'ici 2030. Son objectif de 45% d'énergie renouvelable aligné sur la contribution du tribunal national est également louable et nous sommes heureux de voir des plans d'action concrets pour atteindre ces deux étapes importantes. Des efforts restent toutefois nécessaires pour soutenir cet élan et le secteur privé pourrait être un bon partenaire pour accompagner cette dynamique. Au départ, il y avait une vision. Et la vision du président Alassane Ouattara, c'était de dire qu'il veut que dans moins de 10 ans, nous puissions raccorder toutes les localités
de plus de 500 armes dans notre pays à l'horizon 2025. On y est presque puisque nous sommes aujourd'hui à 98% des localités de notre pays qui sont couvertes. Pour y arriver, il a fallu mobiliser des investissements. Pour y arriver, il a fallu faire des réformes. Comme aujourd'hui, en termes de taux d'accès, donc le chiffre d'actualité, c'est 70%. Nous avons moins de 1,4% d'Ivoiriens qui vivent dans des localités où il n'y a pas d'électricité. Donc 98,6%. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre pacte parce qu'en réalité, malgré ces résultats, nous avons des défis. Et parmi ces défis, il y en a d'autres que nous ne pouvions pas relever seuls. C'est pour ça que nous accueillons favorablement le cadre de ce compact. Les partenaires financiers et investisseurs prêts à accompagner ce pacte national présenté par la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer le gouvernement de la Côte d'Ivoire ainsi que vos départements ministériels respectifs pour le travail remarquable accompli dans la préparation du compact énergie de la Côte d'Ivoire. Nous avons le plaisir d'annoncer que la banque augmentera son soutien pour fournir d'électricité à au moins 1,6 million de personnes supplémentaires en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'initiative M300. Nous réitérons tous nos engagements d'accompagner le pays aux côtés des autres partenaires au développement et du secteur privé à relever ces défis de compact énergie, car c'est dans ce cadre que nous allons ensemble travailler pour permettre à la République de Côte d'Ivoire de bénéficier d'une énergie propre, fiable, accessible et à un coût abordable. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, se félicite des résultats obtenus et sait pouvoir compter sur l'appui des partenaires économiques afin d'amplifier l'action engagée sur le terrain. Les félicitations que la Côte d'Ivoire a récoltées proviennent essentiellement de la qualité du travail du président de la République en ce qui concerne les domaines d'activité qui renforcent le dispositif d'évolution de notre économie et notamment en ce qui concerne l'énergie. Nous avons présenté un document que tous les participants ont apprécié après analyse et ont reconnu que la qualité a été de mise dans la présentation des documents et surtout dans la perspective qui se dessine pour l'énergie en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi apprécié la qualité des hommes qui gèrent le secteur énergétique et surtout la qualité de la prospective qui se dessine et qui montre que dans ce domaine, notre pays est un exemple. Je voudrais féliciter donc tous les collaborateurs avec qui nous avons travaillé, en commençant par M. le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, qui a un environnement de travail extraordinaire. Et ce que nous retenons aussi, c'est que les perspectives sont très bonnes pour ce qui concerne notre pays et nous devons redoubler de vigilance parce que c'est un système de travail que nous avons adopté. Il ne faut jamais se satisfaire de ce qui a été réalisé. Il faut toujours voir ce qui reste à réaliser pour offrir aux Ivoiriens le meilleur qu'ils puissent attendre. Donc nous repartons avec beaucoup de satisfaction, beaucoup d'engagement des investisseurs qui sont décidés à intervenir en Côte d'Ivoire pour porter notre mix énergétique à près de 45% en 2030 et faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique qui va distiller ses capacités dans toute la sous-région et faire en sorte que dans ce domaine, nous soyons encore parmi les meilleurs. Nous repartons d'ici renforcés par la conviction que les orientations du président sont très claires, dynamiques et s'inscrivent dans la perspective d'une Côte d'Ivoire solide. Partenaires financiers et potentiels investisseurs, tous ont exprimé leur volonté de s'engager davantage dans le développement du secteur des énergies en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire connaît ses adversaires pour la phase de poule de la prochaine CAN d'Afrique, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nos pachydermes champions en titre ont été placés dans le groupe F, aux côtés du Cameroun, du Gabon et du Mozambique, lors du tirage au sort de la CAN 2025 qui s'est tenu au théâtre Mohamed V à Rabat, la capitale marocaine. Quant au pays hôte, le Maroc, il figurera sans surprise dans le groupe A, où il disputera des matchs d'ouverture face aux îles Comores. Le Mali et la Zambie complètent ce groupe. La 35e édition de la plus grande messe du football africain se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans 6 villes du Maroc, à savoir Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger.
On s'éloigne du monde professionnel pour s'intéresser cette fois-ci aux sportifs amateurs, qu'ils soient en train de pratiquer de façon ludique leur activité sportive pour le bien-être. Ils gagnent de plus en plus de terrain, cette activité non professionnelle. Dans les rues de nos quartiers et dans les agoras, les adeptes sont toujours plus nombreux. Les sportifs du dimanche optent parfois pour le maracana, le footing ou la marche et même le vélo, autant de disciplines qui renforcent le cardio et vous garantissent la transpiration. On plonge dans cet univers avec Didier Nguesson. Dimanche matin, le soleil se lève sur la ville, faisant lui ses rayons sur la population. C'est le moment idéal pour Jean Toutia et son épouse, des adeptes de la marche sportive, d'arpenter à petite foulée les rues de leur quartier Cocody Faya. Pour eux, le week-end commence avec le sport. Vu toutes les contraintes liées à notre alimentation et aux nombreuses maladies qu'on a, je pense que faire du sport certains jours de la semaine favorise vraiment la santé physique. Le baromètre, c'est toi-même ta santé. Et si aujourd'hui tu as pu faire 5 km et que le week-end prochain, tu arrives à faire 6 à 7 km, tu vois déjà qu'il y a une évolution sur le plan sportif et sur le plan toi-même de ta santé, de tes performances physiques en fait. De la marche au footing, il suffit d'allonger sa foulée. Et le plaisir qui en découle reste le même. J'ai eu à faire du bodybuilding et du sport en salle de gym et tout. Mais par manque de temps, on finit par payer et puis on n'arrive pas forcément à suivre la cadence. Quand je fais mon footing, j'essaie de faire ça à contresens, c'est-à-dire dans le sens dans lequel les voitures arrivent pour pouvoir voir les voitures venir. On dit qu'il faut être vigilant. Voilà, lorsqu'on court en bordure de route. Ce basketteur amateur s'échauffe sur le trottoir avant de rejoindre ses amis. Comme je travaille au plateau, donc je cours jusqu'à ici 1 fois ou 2 fois par semaine. Le matin, je fais un peu de pompe, traction et les week-ends, je cours. Je fais aller-retour du rond-point ici jusqu'à l'autre côté, les extrémités, voire 10 km comme ça. La corde à sauter, la marche et le footing, mais aussi le vélo. Ce cycliste se ferait un chemin entre les automobilistes et les piétons, à défaut de pistes cyclables sur nos routes. Malgré les risques d'accident et la pollution due au rejet de gaz d'échappement, la satisfaction de pédaler et de transpirer est plus forte. L'être humain, il est fait pour ne pas être sédentaire. Il faut qu'il bouge. Les usagers de la route, on sait l'indiscipline qu'il y a. C'est à nous-mêmes déjà de se protéger et puis de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident. Si la rue est le terrain par excellence des sportifs du dimanche, certains ont choisi les espaces aménagés pour la pratique du sport, comme le jardin de la première dame Dominique Ouattara. Nous sommes un club d'amis du quartier. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour venir jouer au maracana. Nous sommes ici en tout cas pour garder la forme et généralement nous sommes là chaque dimanche. Loin des contraintes de performance des sportifs professionnels et des défis liés à leur carrière, les sportifs du dimanche pratiquent le sport en tant que loisir et pour leur bien-être. Cet espace offre un des rares planchodromes d'Abidjan, endroit dédié à la pratique du skateboard et du roller. Coach sportif de cette discipline, Mac encadre certains élèves. La volonté d'apprendre et l'amour. Si tu as l'amour, ça passe. L'équilibre, il y a des étapes pour avoir l'équilibre. Au fur et à mesure, on vous apprend. Ma fille a commencé à faire roller et je me suis dit pourquoi pas, moi aussi. Ça faisait vraiment longtemps que je ne le faisais pas. Mais en fait, j'avais pas tout à fait oublié et ça revient petit à petit au fur et à mesure que je pratique. Face aux maladies métaboliques, le sport amateur gagne du terrain avec de plus en plus d'adeptes. Seuls ou en groupe, les sportifs du dimanche bénéficient désormais d'espaces consacrés à la pratique du sport, avec notamment la construction de 10 agoras, des complexes multisports sur l'ensemble du territoire, comme celui-ci dans la commune d'Abobo. Les élus locaux encouragent leurs administrés à la pratique du sport pour une émulation plus saine et susciter pourquoi pas des vocations pour entrevoir au besoin une carrière professionnelle dans le sport.
Voilà de quoi susciter en nous l'envie de faire du footing. Lui, il préfère se déplacer en engin en roulant. C'est d'ailleurs ce que son portefeuille lui permet directement de faire le clair de son temps. Le ministre des Transports a procédé ce dimanche à la remise officielle de chèques aux détenteurs de droits coutumiers et aux personnes affectées par les travaux de réalisation du futur port sec de Ferkessédougou. C'est une enveloppe globale de 4,7 milliards de francs CFA décaissée par l'État qui a été distribuée aux bénéficiaires. Amadou Koné témoigne sa gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour avoir doté la ville de Ferké d'un port sec qui va accélérer le développement de la région, voire de tout le district des Savanes. Charles Tatou. Construction du port sec de Ferkessédougou. Le gouvernement ivoirien vient de tenir sa promesse en matière d'indemnisation des détenteurs des droits coutumiers et des personnes affectées par le projet. 4,7 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe globale décaissée par l'État en faveur des frais d'indemnisation. Le ministre des Transports, Amadou Koné, s'est rendu en personne à Ferkessédougou, la capitale du Tchologo, pour la remise officielle des chèques aux bénéficiaires, dont le nombre est estimé à plus de 500 personnes. Occasion pour le premier vice-président du conseil régional du Tchologo et le coordonnateur du projet de révéler les avantages de cette présence du port sec. Nous avons reçu il y a un an nos maisons. Aujourd'hui encore, nous recevons les chèques pour le foncier. Monsieur le ministre, l'ensemble de nos populations tient à remercier le président de la République, son Excellence, Alassane Ouattara. Monsieur le ministre d'État, président du Conseil régional du Tchologo, voudrait enfin saluer les braves populations de Ferkessédougou. Chers parents, votre présence massive et de qualité à cette cérémonie témoigne de votre foi inébranlable au succès du projet. Le ministre des Transports, lui, témoigne sa gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour cette action en faveur du développement de la région. À la remise des chèques aux détenteurs de droits coutumiers sur la parcelle du domaine portuaire au titre de l'indemnisation du foncier pour une enveloppe totale de 4,7 milliards de francs CFA. Portant ainsi le montant global du financement du volet social du projet à 14 milliards de francs CFA. Cette remise de chèques constituera un coup d'accélérateur à la réalisation du port sec de Ferkessédougou qui vise le désengorgement du port autonome d'Abidjan et le rapprochement des débouchés des autres pays voisins. On parle à présent sécurité routière avec les acteurs du domaine issus de 5 pays francophones qui sont à l'école du programme de politique de transport ici à Abidjan. Le SSATP renforce pour 5 jours leur capacité sur la gestion de la sécurité routière. C'est le ministre des Transports, Amadou Koné, qui a procédé à l'ouverture des travaux. C'est ce que nous dit Léon Brou. La mortalité routière, une crise mondiale représentant 1 200 000 décès en moyenne depuis 2004. En Afrique, ce sont 19 décès sur 100 000 habitants, toujours selon l'OMS. Réduire de moitié cette crise d'ici 2030, voilà qui convoque 5 pays d'Afrique de l'Ouest, signataires de la décennie d'action pour la sécurité routière des Nations Unies, devant le programme de politique de transport en Afrique. En offrant une plateforme de collaboration aux forces de police, les secteurs de l'éducation, de la santé, de la planification des transports, des ingénieurs routiers, pour qu'ils se réunissent et discutent de ces défis de façon commune. Comment avoir des routes, des usagers et des véhicules sûrs pour une mobilité plus sûre. 5 jours de formation et de renforcement de capacités, incluant des visites de sites et installations de sécurité routière. Ici, le modèle ivoirien augure d'une avancée, mais le gouvernement y attache encore du prix, selon le ministre des Transports. La stratégie nationale de sécurité routière, adoptée le 7 juillet 2021, dont l'objectif est de réduire le nombre de tués de 25% d'ici la fin de cette année et de 50% à l'horizon 2030, est l'expression de l'implication au plus haut niveau des autorités ivoiriennes dans l'amélioration de la sécurité
routière en Côte d'Ivoire. 5 jours, du 27 au 31 janvier, durée de cette formation, la première des leaders de gestion de la sécurité routière en Afrique francophone. Un autre ministre, celui des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a procédé ce lundi à l'ouverture officielle de la 11e édition de la Semaine des douanes ivoiriennes et de l'édition 2025 de la Journée internationale de la douane. Objectif à réfléchir autour d'une vision commune affirmée par l'Organisation mondiale des douanes. La rencontre s'est déroulée au bureau des douanes de Vridi, dans la commune de Port-Boué. C'est un compte-rendu signé Juliette Ouéa et Ami Sangaré. Ils ont été récompensés pour leur abnégation au travail lors de la 11e édition de la Semaine des douanes ivoiriennes, couplée à la 72e Journée internationale de la douane. 13 agents et autres partenaires reçoivent des mains du ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, des distinctions de l'Organisation mondiale des douanes. Cette distinction est le couronnement des efforts déployés par la Direction générale des douanes en matière de renforcement du partenariat avec le secteur privé. C'est un certificat que nous recevons avec beaucoup de fierté et c'est un message d'encouragement par rapport au travail que nous accomplissons. Des performances qui satisfont les douanes ivoiriennes. En effet, l'exercice 2024 a été productif. L'efficacité est au cœur de toute administration moderne et constitue pour nous, fonctionnaires de douane, une invitation à atteindre nos objectifs de recettes et à réduire les délais de passage des marchandises et les coûts des procédures douanières. Vous avez pu réaliser une progression significative au dernier trimestre, nous permettant d'atteindre 96,5% de l'objectif annuel avec des recettes douanières de 2728,67 milliards de francs CFA, soit un taux de progression de 9,56% par rapport à l'année précédente. Pour l'année 2025, l'objectif assigné à la douane est de 3 325 milliards de francs CFA. Au menu de la 11e édition de la Semaine des douanes ivoiriennes, des panels et autres séminaires bilans. Le ministère du Commerce et de l'Industrie lui met les bouchées doubles pour accélérer l'autonomisation des femmes et des jeunes. À la clé, le marché ivoirien de l'artisanat MIVA, prévu du 22 au 27 avril 2025 à Abidjan. Le thème cette année est artisanat, femmes et transformation. Plus de 10 pays et 600 exposants attendus à ce rendez-vous. Le 6e lancé ce mardi 21 janvier 2025 par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Dirasouba. Léon Brou. Les 8 branches, 40 corps de métiers et 245 métiers de l'artisanat, objet de la 6e édition du marché ivoirien de l'artisanat du 22 au 27 avril 2025 à Abidjan, avec pour thème artisanat, femmes et transformation. Parce qu'elles sont la croisée des chemins entre la tradition et la modernité. Elles perpétuent des savoir-faire ancestraux tout en intégrant des innovations qui répondent aux besoins des marchés contemporains. Leur engagement dans l'artisanat est un acte de résilience face à des défis sociaux, économiques et parfois même culturels. Le MIVA 6, donc, pour accélérer l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le ministre du Commerce et de l'Industrie y croit avec fermeté au regard de la contribution de ce secteur réputé bassin d'emploi et d'opportunités à la création de richesses. L'artisanat a généré une valeur ajoutée en hausse de 124%, passant de 3 856 milliards de francs CFA en 2015 à 8 634 milliards de francs CFA en 2022. Ce secteur fournit plus de 70% des emplois et concerne 90% de la main-d'œuvre des entreprises. Souleymane Dirasouba place le MIVA 6 sous le sceau de la modernisation et de la digitalisation et indique que ce rendez-vous vient couronner les réformes du gouvernement pour transformer l'artisanat à la clé des innovations. 10 pays et 600 exposants attendus au MIVA 2025. En 2023, ce marché a mobilisé 200 exposants et généré 600 emplois directs et 2 milliards de francs CFA.
Le rideau est tombé sur la 3e édition du Grand Salon international des lycéens et étudiants de Côte d'Ivoire. 3 jours d'activités qui ont permis aux jeunes de nouer des contacts et opportunités après leurs études secondaires. Une initiative soutenue par My Campus Fair. Ce salon a réuni des grandes écoles de la France, de la Tunisie, du Maroc, du Rwanda, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Il a surtout permis aux élèves une meilleure orientation après leur baccalauréat. Reportage Ami Diarasouba et Fernand Conan. Après le baccalauréat, un nouveau chapitre s'ouvre pour les élèves, mais nombreux sont ceux qui, par manque d'informations, font de mauvais choix pour la suite de leur formation. Le Grand Salon international de l'orientation des lycéens et étudiants vient pour nommer. Donc ce salon nous permet en quelque sorte de s'orienter, d'anticiper et d'avoir quelques idées si c'est ce que nous pouvons faire après le bac. My Campus Fair se veut une plateforme d'excellence dédiée à l'échange, à l'innovation, des institutions de renom, des experts de divers horizons qui pourront permettre aux étudiants d'explorer une multitude de voies éducatives et professionnelles. Ce salon se positionne comme une source d'opportunité pour ces jeunes élèves et étudiants. Votre présence témoigne de votre souci constant d'encadrer la jeunesse ivoirienne. Le Salon international d'orientation des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire est à saluer. En effet, la plupart de nos enfants, après la première année, décident de changer de filière, quitte à perdre une année. Cela témoigne de l'ampleur de leur désarroi, tout simplement parce qu'en amont, ils n'ont pas eu les bonnes informations. Pour cette édition, ce sont les meilleures écoles de la France, la Tunisie, du Maroc, du Rwanda, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire qui échangent avec les jeunes. S'unir, agir pour éliminer les maladies tropicales négligées, la télémédecine au service de la prise en charge. C'est le thème de la 4e édition de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées. C'est Boaké qui a abrité durant 48 heures cette célébration au cours de laquelle les patients de la lèpre et de l'éléphantiasie ont été visités. D'importants dons, campagnes de sensibilisation et une rencontre solennelle ont meublé cette célébration. Gervais Kwasi et Soro Corona. En Côte d'Ivoire, on dénombre 14 maladies tropicales négligées, dont les plus sévères sont la lèpre, le cerf de Buruli, le pian, la gale et les teignes. Négligées tout simplement parce que pas trop connues au niveau de la population. Ça fait d'un. Deux, négligées parce que la communauté scientifique ne portait pas trop d'intérêt à ces maladies. Les maladies tropicales négligées nécessitent une prise en charge. Des soins appropriés existent à cet effet, comme ici, à Rafié à Manikoro, où la lèpre se soigne et se guérit. Ce sont 16 motos et 3 véhicules, en plus d'une salle récréative et d'écoute qui ont été remis aux responsables de ce centre, un geste de la fondation Raoul Folero. Dans le village de Bamoro, sous-préfecture de Boaké, ce sont les malades atteints d'éléphantiasie qui ont été soulagés. C'était au premier jour de la célébration. Le deuxième jour, marqué essentiellement par la cérémonie officielle, débuté par une procession qui a eu pour point de départ la préfecture de région pour prendre fin au grand amphithéâtre de l'antenne de l'Institut national de la formation des agents de santé INFAS, où les autorités préfectorales, les cadres de la santé et les responsables d'organisations de la société civile se sont retrouvés. Nous devons redoubler d'efforts pour continuer à réduire l'incidence et ces efforts sont d'abord internes. En Côte d'Ivoire, les MTN touchent des milliers de nos concitoyens, en particulier dans les zones rurales. Ces pathologies, souvent qualifiées de maladies de la pauvreté, entravent le développement économique de nos communautés. Aucune maladie ne doit être négligée en Côte d'Ivoire et le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, se donne les moyens pour faire face à toutes les pathologies. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, le conseil régional et les populations de l'Abagoué s'engagent à intensifier leurs efforts pour relancer le développement de la région. Un enjeu crucial pour les autorités locales et leurs administrés. Lors d'une cérémonie d'échange de vœux à Couteau, le ministre Bruno Nabagné-Koné, accompagné de leaders de divers secteurs sociaux, ont débattu de cette problématique. Le président du conseil régional de l'Abagoué a appelé à l'unité et à la collaboration pour poursuivre les initiatives de développement. Charles Tatou.
Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, président du conseil régional de la Bagoué, a entamé sa tournée de travail par le village de Sianla, localité du département de Kouto où la population brûlait d'envie de le voir. Ici, il a été question d'une livraison d'écoles maternelles construite par le Conseil. Une réalisation appréciée par les élus et cadres. Je voudrais lui dire merci pour tous les efforts. Je suis à sa disposition. Je ne peux que mobiliser les frères qui n'ont pas encore compris le vrai sens de ce qu'il fait en termes de développement, en termes d'union, en termes d'unité des fils et filles de la Bagoué. Idem à Mouniouni, où un bâtiment de 300 de classes et un bureau de maître ont connu des travaux de réhabilitation. Cap sur Ndéou, village également dans le même registre de réhabilitation. Ici, c'est la toiture d'un bâtiment de 300 de classes qui a été réhabilité. Dernière étape de la tournée, le village de Nibrini, bénéficiaire de 2 pompes à motricité humaine. Avant, on partait jusqu'au marigot pour aller chercher l'eau. Mais depuis qu'il y a le forage, on arrive à voir l'eau tout près. Et ça nous aide beaucoup. Franchement, je dis merci au ministre. Le ministre Bruno Koné satisfait de sa tournée de travail. Au-delà des inaugurations, ce que nous souhaitons sont les échanges avec les populations pour entendre leurs besoins, pour entendre également leurs ressentis par rapport à l'action que nous menons. Nous partons enrichis par rapport à tout ce que nous avons vu et entendu. Et ça veut dire que le travail va se poursuivre dans les axes qui ont été indiqués par les populations elles-mêmes. Coût global de réalisation de ces 3 infrastructures livrées, plus de 60 millions de francs CFA. Hors de nos frontières en République démocratique du Congo, des tirs entendus dans Goma, le M23 et ses alliés rwandais présents dans des quartiers. Des tirs ont été entendus jusqu'au centre-ville de la capitale du Nord Kivu. Le groupe M23 et des effectifs des forces spéciales rwandaises étant présents dans plusieurs quartiers de Goma, la ville. La veille, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a directement mis en cause Kigali après une nouvelle journée de combat dans l'est de la République démocratique du Congo. Une réunion d'urgence de la communauté d'Afrique de l'Est aura lieu ce mercredi 29 janvier. Les présidents rwandais Paul Kagame et Félix Tshisekedi ayant confirmé leur participation, a annoncé le président kényan William Ruto. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 23h.